notre invité du jour. Daniel Lorette pour son livre Féminitude. Donc on va présenter Daniel Lorette qui a écrit beaucoup de livres quand même avant Féminitude. Le premier livre, Daniel, c'est Oscar, Monsieur Oscar. C'est Monsieur Oscar, oui. C'est un témoignage plutôt d'un enfant, un jeune. Après, il y a Bob. Bob, c'est l'histoire des auditeurs de Freedom. Oui. D'une fille qui cherche son papa et l'histoire se passe sur Freedom. Allô Freedom, et puis voilà, comme ça, un interlocuteur appelle, et puis quelqu'un d'autre appelle, complète l'histoire, et comme ça, l'histoire se déroule en fait sur Freedom. Après, il y a le Raider, et là, tu abordes deux mondes. Le monde des raiders et le monde du handicap aussi. Oui, oui, tout à fait. Enfin, dans Raider, ce qui m'a frappé, parce que j'ai travaillé comme dans l'assistance, et ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y avait dans cette course, au-delà de la dimension sportive, une dimension qui était tout à fait spirituelle, voire mystique. Quand je discutais avec les coureurs, on voyait qu'il y avait quelque chose qui les animait, qui était très fort, qui était quelque chose qui dépassait la question du sport. Et souvent, les gens écrivaient pour des personnes, enfin, je fais le lapsus, enfin, moi j'écris, mais les coureurs couraient pour des personnes qui ne pouvaient pas courir. Dans cette histoire, eh ben, je raconte l'histoire d'un père qui court parce que son enfant, lui, il ne peut pas courir. Il a eu une maladie très grave et donc il peut pas courir, donc son père va courir pour lui. Voilà. Donc c'est cette question qui rejoint la course et le handicap en effet. Féminitude est sorti l'année dernière. Oui, fin de l'année dernière. Oui. Ce mot-là, féminitude, ça s'approche plutôt de bravitude Ségolène Royal ou de négritude d'Aimé Césaire? C'est plutôt négritude. C'est un nom qui a été, enfin un mot qui a été fait sur le terme de négritude, sur le modèle de négritude par Simone de Beauvoir, et pour expliquer ce courage qu'ont les femmes, cette force qu'elles développent dans l'adversité. De même que la question de la négritude, c'est aussi la force que les Noirs, et on voit que l'actualité nous donne encore, hélas, des exemples de ce type-là encore aujourd'hui aux États-Unis. Le courage qu'il faut à ces hommes et à ces femmes pour vivre une vie qui ne soit pas une vie de haine et de rancœur et de vengeance et développer des qualités humaines dans l'adversité. Et la femme, vivre des situations très dures, le texte de Féminitude, justement, les histoires que je raconte, sont des histoires de femmes douloureuses, et j'ai pris ce terme-là pour exprimer cette qu'on appelle ici la femme courage. C'est un livre en deux parties. C'est un livre en deux parties. J'avais travaillé sur ce texte-là, j'avais travaillé sur un autre texte qui était un conte, et que je appelais Notre drame des laves. L'éditrice, elle a eu évidemment les deux textes en main et elle m'a suggéré de publier les deux textes qui se font écho dans le même recueil. J'ai dit oui, ça me paraissait intéressant de les associer, pour montrer qu'il y a une problématique unique qui est celle justement du courage et de la force qui est demandée aux femmes dans leur vie, parce qu'on ne peut pas se cacher faut pas se cacher derrière son petit doigt. On a connu des années de domination masculine et on essaye de dépasser ces choses-là, mais c'est toujours très long. Et à La Réunion, il y a encore, les faits divers nous donnent souvent, hélas, encore tort. Il y a beaucoup de cas de violence conjugale et qui montrent que la femme est encore victime souvent, hélas, de violence et de brutalité de la part des hommes. Donc, cette question du courage de la femme, je crois qu'elle est, chez nous, particulièrement sensible. La première partie, le conte, c'est sur un personnage qui existe. Je vais faire comme disons, ce que suggère la méthode Pénacle, c'est d'y aller directement. Enfin, je vais vous lire quelques extraits, puis on en reparlera après. Le texte commence par ce discours qui est un petit peu, hélas, qui est un discours délirant, ce qu'on appelle un discours délirant. Ces gens qui radotent, dont on voit bien qu'ils ont perdu un peu le fil de la raison et on ne sait plus trop quand ils délirent et quand ils ne délirent plus, puisqu'ils sont en même temps des gens qui ne sont pas du tout dangereux pour nous, mais qui s'embarquent quelquefois dans un discours un peu étrange. Et cette femme, moi, je l'ai rencontrée sur le parking de Cap-Méchant à Saint-Philippe. On ne peut pas ne pas la rencontrer. Si on y passe souvent, c'est d'ailleurs hélas, et je dirais pourquoi hélas. Mais elle y est toujours ?
elle y est toujours, et elle est repérée même dans le parcours fléché du guide du routard. En gros, on dit aux gens, vous venez à La Réunion, allez voir le volcan, allez voir le Maïdo, et puis allez voir la folle de Saint-Philippe, celle qu'on appelle la folle de Saint-Philippe, ce qui est un nom, à mon avis, dégradant et absolument terrible. Comme tout le monde, je suis passé dans ces coins-là, et j'ai toujours été ému par cette femme. Et j'ai eu envie de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce délire mystique? Comment comprendre que cette femme en soit arrivée là? Vous savez, on connaît aujourd'hui ce qu'on appelle le livre vivant. C'est une habitude qui se répand. Vous trouvez sur des endroits publics, ça peut être un banc public. Dans certains cas, il y a même une petite armoire dans lesquelles les gens mettent des livres qui ne lisent plus, des livres qui sont usagés. Et puis, vous ouvrez, puis vous prenez le livre. Cette expérience-là, elle s'appelle le livre vivant, parce que ce sont des livres qui vont circuler chez les uns et chez les autres. Et bien pour moi, les personnes comme vous, comme moi, et bien sûr comme cette femme Élise, sont des livres vivants. Et quand elles parlent, elles racontent sans doute quelque chose d'intime et quelque chose de sa vie. Donc, quand un romancier voit ça, il a envie de comprendre. Il a envie de mettre du sens là-dessus. Et puis, il se dit, voilà, je vais essayer d'imaginer un peu ce qui aurait pu se passer. Donc, c'est un mélange effectivement d'une rencontre avec la réalité, mais dans lequel s'engouffre une fiction. Alors, je vais vous embarquer dans ce texte, dans une lecture de quelques passages. Je suis catholique. La nouvelle concerne le monde entier. Le diable fait la messe. L'homme qui bénit le sang du Christ à Notre-Dame des Laves n'est pas un prêtre, c'est le diable. C'est le diable qui se venge. Le mal guette sur les routes. L'esprit mauvais agit en certaines personnes. Il y a des complices du diable dans le monde entier. Ne me dites pas que vous n'avez jamais croisé, en descendant au lieu dit Cap Méchant, au bout du chemin qui mène au restaurant, assise sur le muret qui borde le parking, une femme avec son mystère sous un parasol. La langue créole ne connaît pas le parapluie, encore moins le mot ombrelle. Son parasol la protège de la pluie, comme des coups de soleil, et sans doute aussi d'autres mauvais coups. Cette femme vous intrigue. Elle vous attire comme un aimant. Vous feignez de l'ignorer, mais l'observez du coin de l'œil. Vous la craignez peut-être, mais vous restez pourtant là, à écouter le discours qu'elle répète en écolalie à tous ces gens de passage qui font semblant de l'écouter par compassion. Cette femme est une énigme et vous voulez comprendre. Vous voulez donner du sens à l'inanité sonore du discours qu'elle adresse par-dessus votre épaule, au village, à toute la Réunion et à la terre entière. Vous voulez donc savoir qui est Élise et pourquoi elle est condamnée, qu'il vente ou qu'il pleuve, à l'errance verbale sur cette pelouse brûlée par le soleil, à déparler dans ce décor de pierres volcaniques, de forêts de Vacois sur fond bleu d'océan. Est-elle condamnée, comme la fille orgueilleuse du conte, à ne prononcer que des blasphèmes, à ne voir sortir de sa bouche que des cailloux? Qui libérera Élise de son sortilège? Aujourd'hui, ce n'est pas elle qui vient à vous, c'est le conteur. Cette femme l'a intrigué. Votre étonnement a d'abord été le sien. Cette femme l'a ému avant vous. Je vous ai donc lu la première page du texte pour vous parler précisément de cette rencontre avec Élise. Donc, l'idée qui m'est venue à ce moment-là d'écrire sur son histoire. Vous la gardez son vrai prénom? Alors, je n'ai pas gardé son vrai prénom pour une bonne raison que moi, ce que je vais raconter, c'est une histoire qui s'est passée bien avant Élise. Mais on sait aujourd'hui que c'est maintenant devenu, disons, une idée quand même assez familière, que ce qui arrive à nos grands-parents nous concerne souvent. Vous savez, c'est une première génération, une deuxième, une troisième, mais nous portons quelque part la mémoire de ce qu'on appelle les fantômes familiaux. Et ce qui s'est passé dans les générations précédentes peuvent continuer à peser sur les générations actuelles. Peut-être
Peut-être, mais c'est une hypothèse, c'est une fiction. Moi, j'ai pris des éléments de la réalité que je connaissais et puis j'ai essayé de travailler à partir de là. Mais peut-être qu'il s'est effectivement passé quelque chose de très douloureux dans l'histoire d'Élise et que j'essaie de comprendre à travers le texte. Je vous en dirai un petit peu plus par rapport à ça. Enfin, c'est un peu la spécificité de ce conte. C'est pour ça qu'il s'appelle Notre drame des laves. On connaît la Vierge au parasol, qui est effectivement un symbole aussi sur cette terre volcanique. Il se trouve que Élise, elle porte toujours, elle est toujours sous son parasol. Je n'allais pas appeler ça la Vierge au parasol, évidemment, il s'agit de respecter les symboles, mais Notre-Dame des Laves me paraissait intéressant comme choix de titre, mais ce qui est arrivé, c'est notre drame des laves, puisqu'effectivement, l'histoire d'une ancêtre d'Élise s'est sans doute construite autour d'un drame, et autour d'un drame qui implique un prêtre. Alors c'est la particularité de ce texte, c'est une histoire qui se tisse entre une fille et un prêtre. Je ne veux pas divulgacher le texte, mais il se passe donc quelque chose de très fort, de très dur, de très violent en même temps entre ce prêtre et ce prêtre, effectivement, plein de remords et de repentir, va écrire une lettre avant de mourir à Angèle, puisque la fille de l'histoire, elle s'appelle Angèle et non pas Élise. Ma douce Angèle, je veux croire que là où tu te trouves aujourd'hui, tu me vois, tu entends ces mots qui me débordent et que j'éprouve le besoin de t'écrire pour te demander pardon. Je n'ai aucune excuse. Aime et fais ce que tu veux, nous dit saint Augustin. Je t'ai aimé, Angèle, de la plus mauvaise façon, je le concède, mais je t'ai aimé. J'ai aimé une sainte, désormais auréolée de lumière et en position d'intercéder auprès du Très-Haut le rachat de mon âme. J'ai cédé à la tentation. J'ai perdu ma pureté et j'ai souillé la tienne. Demande au Seigneur de m'épargner les flammes de l'enfer. Je rêve, chaque nuit, de ruisseaux ardents qui serpentent sur les flancs du grand brûlé. Ils atteignent la forêt, mordent les filaos qui crépitent avant de se consumer en torche. Je suis nu sur la roche noire et coupante, prisonnier de deux langues de feu qui se referment sur moi. Ma voix étranglée me revient en écho. Mes jambes, trop lourdes, ne répondent plus. Comment arrêter ces flots de lave qui me recouvriront avant d'aller lécher les murs de notre Église? Si le salut de mon âme et celui de notre Église exigent cette expiation, je dois y consentir. On m'accusera de lâcheté, mais si je me soustrais à la justice des hommes, c'est pour mieux me soumettre à celle de Dieu. Le feu qui jaillit des entrailles de la terre a seul le pouvoir d'éteindre à jamais les flammes du désir et les braises du remords qui font de chacune de mes nuits un enfer. Ma douce Angèle, je ne peux compter que sur la mort pour ne plus vivre séparé de toi. Sache que c'est dans le souvenir de ton regard, de la fragilité de tes paupières, de la couleur de ta voix, que je puiserai la force de franchir la ligne qui sépare l'ombre de la lumière. La lettre était signée d'un R majuscule. Ce pouvait être l'initiale de Raymond ou de Rémi, mais vous admettrez qu'il s'agit de Rosaire si je vous apprends que notre homme se prénommait ainsi. Il aurait pu s'appeler Benoît et être nommé à Saint-Benoît, Pierre et être nommé à Saint-Pierre. Il s'appelait Rosaire et avait échoué entre les deux, à Sainte-Rose. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je vous ai lu une autre page de l'histoire qui implique donc l'autre personnage fort, et il s'est lié entre Angèle et ce prêtre qui s'appelle Rosaire, une histoire d'amour, effectivement, qui a très mal tourné. Bon, on peut toujours se demander qu'est-ce que l'amour à partir de là, et quelque chose qui sans doute pèse dans la généalogie, et ce délire mystique d'une Élise qui aujourd'hui se met à invectiver, à blasphémer contre l'Église, contre les prêtres qui sont le diable, etc. Est-ce que, point d'interrogation,
dans la généalogie, dans cette histoire, il y aurait quelque chose de douloureux de ce style-là. Voilà, c'est un peu la trame de ce conte, hein, qui ouvre le roman. recueil de Féminitude. Et dans le roman, on parle justement des femmes. Dans le roman, effectivement, on parle des femmes, puisque cette aventure entre ce curé et cette fille, bon, ben, il y a que la fille se retrouve enceinte, et avec effectivement un choix qu'elle ne fait pas et qu'elle est obligée d'accepter. De nombreuses femmes se retrouvent dans des situations, vous savez, la question de L'interruption l'interruption volontaire de grossesse d'une part, mais même de la contraception est intervenue que dans les années 70. Avant, les femmes devaient faire sans la contraception. Moi, je prends l'exemple de ma propre famille, hein. Ma grand-mère, elle a eu 14 enfants. Et ça, je n'étonnerai personne là qui m'écoute ici. C'était quelque chose qui était complètement fréquent à La Réunion. Les familles étaient très grandes. Bon, 14 enfants, bon, on peut dire qu'effectivement, on souhaite avoir des enfants, on souhaite avoir une famille, mais au bout du 14e, on ne peut pas quand même si je pense qu'elle a aimé tous ses enfants, évidemment, hein, mais qu'ils aient été vraiment désirés et attendus. Bon, on a fait avec comme on pouvait. Et c'était déjà même le cas de ma propre famille. Ma mère a eu 8 enfants, 10 grossesses, dont 8 enfants vivants, sur une période de 13 ans. Ce qui veut dire qu'elle a passé 13 ans de sa vie à être enceinte. Donc, cette question, si vous voulez, de l'amour et de la procréation, de l'enfant attendu, qu'on désirait ou qu'on acceptait, bon, à l'époque, l'expression à La Réunion, c'était « bon Dieu, il donne ». Donc, l'exemple d'Angèle, c'est un cas où cela finit de façon dramatique. Dramatique pour l'enfant, dramatique pour la mère, bon, et peut-être même, à la remorque de tout ça, quelque chose qui est de l'ordre, dans la descendance, de la folie. Il y a dans le roman d'autres histoires de femmes. Bon, il y a une histoire de femme qui est la grand-mère de l'héroïne du roman, qui s'appelle Sylviane. Sa grand-mère, elle, elle a connu un homme. Elle était déjà promise à un autre homme, puisque on avait déjà plus ou moins arrangé les fiançailles, mais c'était pas tout à fait l'homme qui lui convenait. Bon, mais vous savez, à l'époque aussi, les filles se mariaient très jeunes, c'était souvent une affaire de famille. Enfin, quel était vraiment le consentement de la personne? Bon, c'est des mots à la mode aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que le consentement? Il y a eu tout un roman là-dessus récemment. Et cette femme croise un autre homme dans sa vie. Elle croise un autre homme et, ma foi, il passe à l'acte et puis elle se retrouve enceinte. Mais elle ne le dit pas à cet homme qu'elle est enceinte de lui. Et comme elle a déjà un fiancé tout désigné, elle se marie au deuxième homme. Donc l'enfant qui adviendra n'est pas non plus tout à fait celui qu'elle aurait voulu avec le père qu'elle aurait vraiment voulu, mais elle va aimer cet enfant, elle va l'accepter. Donc c'est cette histoire un peu là encore on est obligé de subir une grossesse. Il y a un autre cas très douloureux, mais là aussi, c'est des choses que l'on trouve souvent, hélas, dans les faits divers. Là, c'est le cas d'une jeune fille qui est collégienne et qui se retrouve enceinte d'un tonton. Hein, les tipeurs à La Réunion, hélas, aussi, ces choses-là sont terribles et sont fréquentes, des liaisons incestueuses. Bon, la maman, quand elle apprend la chose par l'assistante sociale, parce que l'alerte en fait a été donnée par le collège, on s'est bien rendu compte que la fille allait pas bien. La gendarmerie va s'en mêler, etc. Et la mère, par dignité, et je connais des femmes qui ont fait ce choix-là dans leur vie à La Réunion, elles plaquent tout. Elles partent en France pour mettre des kilomètres entre la situation douloureuse, les personnes bien sûr, et essayer de reconstruire autre chose avec leur enfant. Donc là encore, on est dans des cas où l'on bute sur des impossibles. Que faire? On accepte une situation et on essaie de faire au mieux avec. Et le cas de Sylviane, qui est donc l'héroïne du roman, lui, le cas de Sylviane est différent, dans le sens où Sylviane a un métier, en tout cas elle est dans une formation, c'est une élève infirmière,
Elle a une formation, elle a une perspective sociale, elle est instruite, elle a une intelligence qui lui permet d'avoir accès à des lectures, etc. Donc, elle a lu Simone de Beauvoir. Bon. Et elle, ça lui arrive aussi. Bon, c'est une histoire de désir, les hommes sont concernés, mais les femmes aussi. Et elle fait le choix de ne pas, elle fait le choix de l'IVG. Et c'est un choix qui est très douloureux, très douloureux. Le texte exprime cette souffrance. Elle fait ce choix parce qu'elle se dit que, par amour pour mon enfant, j'aime l'enfant, je voudrais qu'il puisse grandir, mon enfant, avec un père qu'il a désiré comme moi, qu'il a voulu comme moi. Et là, l'homme lui a fait défaut. Et donc, c'est l'histoire de ce choix-là. Sylviane. Lorsqu'une femme prend Sylviane, lorsqu'elle se retrouve dans cette situation, il y a tout un protocole. Bon, d'abord, il faut le temps de prendre une décision, et ensuite, il y a tout un protocole, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer un médecin qui va s'entretenir avec elle déjà, et qui va lui demander d'y réfléchir et de revenir si véritablement elle confirme sa décision. Alors, je vais vous lire un passage de cette rencontre, parce que le texte se construit autour, au fond, de cette rencontre. Elle rencontre cette personne, ce médecin qui s'appelle Albertine, et cette femme qui s'appelle Albertine, et qui a beaucoup de tendresse pour elle. Bon, il paraît qu'il est fréquent d'ailleurs dans ces situations-là que les médecins qui reçoivent des jeunes femmes, justement, soient dans une relation qui, au-delà du médical, au-delà de l'empathie, j'allais dire, on se prend véritablement à vouloir aider cette personne. Ce médecin sera pour Sylviane une personne secourable, parce que Sylviane se retrouve à Paris, seule, et elle a préféré justement mettre aussi, elle, des kilomètres entre la famille réunionnaise qui aurait pu ne pas forcément comprendre. Elle se trouve plus libre de ses mouvements, elle a la possibilité, elle, de voyager. Albertine sera véritablement la personne qui viendra à son secours. Pour l'instant, c'est le médecin qui va lui parler et lui poser une question. Et Sylviane qui se dit « J'étais prête à tout, sauf à deviner la question qui allait jaillir de ses lèvres. » Le médecin lui dit « Vous n'êtes pas le premier cas de grossesse non désiré, Sylviane. Je sais que vous n'avez pas voulu être enceinte, même si, vous en conviendrez, vous n'avez pas tout mis en œuvre pour vous protéger, ni votre partenaire d'ailleurs. Je souhaiterais cependant, Sylviane, si vous le voulez bien, que vous me disiez quelque chose de l'homme qui... » Albertine aurait-elle voulu me faire avaler ma langue, qu'elle n'aurait pas trouvé mieux. J'ai encaissé le coup comme un boxeur qui étreint son adversaire pour l'empêcher de lui décocher le crochet fatal. J'étais soumise à la question, celle dont la réponse me faisait tellement mal que j'étais prête à tout pour l'éviter, la question du père. Vous savez bien qui c'est, Sylviane, et vous avez sans doute des choses à lui dire. Et en plus, elle insistait. L'homme avec qui vous avez fait l'amour, vous l'avez informé de votre état et de votre projet. Je suppose que vous savez comment le joindre. Oui, bien sûr. Et d'une, je savais qu'il avait fait le coup, et de deux, j'avais de bonnes raisons de savoir où il se trouvait à cette heure. Tenez, le téléphone est là, sur le bureau. Composez son numéro. Le sans-fil n'existait pas à l'époque, les portables encore moins. Et avec le décalage horaire, il était peu probable que monsieur fût rentré. Nous avions convenu que je continuerais à l'appeler monsieur et à le vouvoyer pendant les cours, ce qui ne l'empêchait pas pour sa part de tutoyer ses étudiantes et de les appeler par leur prénom. Je prenais d'ailleurs un malin plaisir à lui donner du vous à chaque fois qu'on se retrouvait au lit, ce qui du reste n'avait pas l'air de déplaire à monsieur. Allez-y, demandez-lui ce qu'il ferait à votre place, là maintenant. Donc, le médecin suggère à Sylviane d'appeler le père et puis d'en discuter avec lui. Et elle fait entrer cet homme dans l'histoire. Parce que jusque-là, on aurait pu croire que, en fait, c'est une histoire qui concerne Sylviane et elle-même. Elle se retrouve enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre une décision. Et là, tout d'un coup, quelqu'un lui dit, il y a un homme là, avec vous, dans cette histoire. Où est-il? Le médecin ne va pas non plus vouloir l'enfoncer, mais la question telle qu'elle est reçue par Sylviane est suffisamment douloureuse
Et je trouve qu'elle est importante parce qu'elle pose aussi la question au centre de ce texte de la responsabilité masculine. Et je crois qu'on a souvent trop tendance à oublier sur ces débats-là le fait que c'est une histoire aussi bien féminine que masculine. Bon, à chaque fois qu'il y a un gamin, que je sache, il y a forcément un bonhomme derrière. Voilà. Et souvent, la femme est dans une situation de détresse où elle est obligée, plus ou moins, de tout prendre sur elle sans en référer au père. Voilà. Et donc, on parle de féminitude dans le texte, mais en travaillant cette histoire, je me suis rendu compte qu'il était aussi important de parler non seulement de féminitude, ce courage que les femmes donc vont développer dans cette adversité, d'une fille qui se retrouve seule à Paris et qui devra faire face, malgré sa solitude, à la souffrance et au poids de cette décision, mais aussi parler de ce que j'appelle dans le texte la malitude, l'attitude du mal, qui est dans un premier temps là un désintérêt total, à la limite, il se désintéresse des conséquences possibles de ce qu'il a pu faire, et puis la plupart des hommes sur ces questions-là, en tout cas dans ce que j'en ai lu, montrent qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité. Et ce sont surtout les femmes qui vont encaisser le coup, comme elle dit elle-même, et puis devoir trouver une solution. Donc c'est la question de l'homme. Et dans cette histoire, ce qui moi m'a permis de l'écrire, c'est que cette histoire qui était une histoire d'amour, et vous l'avez peut-être compris entre les lignes, entre une jeune élève infirmière et un professeur qui vient là donner des cours d'expression et de communication. Donc l'enfant qui n'a pas pu naître est un enfant qui est donc le fruit de cet amour qui est douloureux. Cet homme va revenir. Et ça me paraît important dans l'histoire, pour montrer qu'on peut traverser des douleurs pareilles, des épreuves pareilles, et on peut ensuite reconstruire quelque chose d'heureux et quelque chose de beau. Donc, cet homme qui s'appelle Georges, du même nom que Georges de la Tour, qui peint ce magnifique tableau, ce qu'on appelle la Nativité, ce Georges-là va revenir dans l'histoire pour de nouveau rendre la vie possible chez cette femme et féconder de nouveau cette femme. Georges est parti, a quitté la vie de cette femme, en tout cas c'est surtout Sylviane qui est partie en courant. Et quand elle a vu comment ça s'était passé, elle est partie en courant, et c'est une rupture qui est tout à fait compréhensible et certainement salutaire pour elle. Et donc, elle a son diplôme et elle travaille comme infirmière. En tant que jeune infirmière, elle accepte de travailler dans un centre de vacances où l'on reçoit des colonies de vacances. On a toujours besoin d'un personnel de santé, d'un responsable de santé. Et elle va accepter ce poste. Donc, elle se retrouve à la Saline-les-Bains, dans un centre qui accueille des enfants, où elle va voir un jour débarquer ce bonhomme. Après les classes, les enfants étaient confiés aux animateurs, et j'avais jusqu'à l'heure du dîner pour souffler. Je commençais toujours ma pause par une longue douche. Le bloc sanitaire du centre de vacances ouvrait côté mer. Je m'y revois encore, en maillot de bain, les cheveux enrubannés dans ma grande serviette rose. C'est là qu'un beau soir, mon regard, aveuglé par le soleil couchant, est attiré par la silhouette d'un homme debout sur le sable. Il est en tenue de ville. Il tient un sac au bout de chaque bras. Il y a des allures qu'on n'oublie pas. L'apparition, noire de la tête aux pieds à cause du contre-jour, regarde vers moi. Je n'ai pas voulu y croire tout de suite, mais ce ne pouvait être que lui. Cela faisait 7 ans que je n'avais pas eu de nouvelles de monsieur, mais je l'aurais démasqué entre 1000. Je devinais ses yeux fouillant dans ma direction. J'ai eu envie de me cacher le visage dans ma serviette, de me retourner, de rentrer dans les douches pour me soustraire du tableau. Je suis pourtant resté sur place, saisi, incapable de détourner mon regard de cet homme qui se remettait à avancer vers notre bâtiment. Les débris de coraux qui recouvraient la plage blessaient-ils ses pieds déchaussés? Les 2 sacs étaient-ils si lourds?
Il avançait en se contorsionnant comme un funambule qui a perdu sa baguette. Le problème, c'est qu'on était deux sur le même fil. M'avait-il repéré? J'étais sûr en tout cas qu'il allait venir demander après moi. J'ai pensé aux enfants, aux moniteurs éducateurs. Il était hors de question qu'ils me voient en sa compagnie, qu'ils se mettent à gamberger sur les oreilles venues rendre visite à madame, qu'ils s'imaginent des choses. Pour couper court au ladit la fée, il n'y avait qu'une solution, me précipiter au-devant du visite. Il était encore à une bonne distance, mais je l'ai vu soudain marquer le pas. Son visage s'éclairait. Il m'avait reconnu, moi encore plus. Pas de monocle, mais des lunettes rondes. Pas de chapeau, pas de veste, ni de nœud papillon, mais un foulard, noir comme ses boucles de cheveux. Monsieur avait troqué son col Mao contre une chemise ouverte, noire. Le bermuda contre un pantalon noir lui aussi. Ce n'était pas Croquignol, c'était bien lui, version corbeau pour le plumage. Il ne me restait plus qu'à imaginer le ramage qui allait lui tomber du bec. Monsieur commencerait sans doute par s'excuser de déranger mademoiselle sur son lieu de travail, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher à son bain. Il n'en fut rien. Il a posé ses 2 paquets sur le sable. Il m'a tendu la joue, timide, presque gauche, sans parole. En amour, il perdait sa langue. Il a tourné quelques phrases sur la pluie et le beau temps, en prenant soin d'éluder la météo de nos sentiments. Il m'apprenait qu'il rentrait de Nouvelle-Calédonie, qu'il avait été nommé dans un lycée à Saint-Benoît, où il faisait chaud et humide, mais où, par bonheur, ses élèves de terminale étaient très motivés par la philosophie et, bien sûr, admiraient Jean-Paul Sartre. Il était content de me revoir. Il avait remué ciel et terre pour trouver ma cachette. Le Georges Nouveau faisait ainsi sa rentrée par la plage sur fond de ciel embrasé. J'aurais pu l'envoyer se faire foutre. J'ai pris sur moi. J'ai accueilli l'événement comme si nos retrouvailles avaient été arrangées de toute éternité pour s'accomplir sur une plage un soir d'octobre, au moment où le soleil poserait son cou sur l'horizon. Monsieur, vous voulez qu'on dîne ensemble? Je connais un beau resto à la mitage, les pieds dans l'eau, c'est tranquille, on y mange bien. Je passe te prendre dans 1 heure. C'était trop pour moi. Je faisais de mon mieux pour cacher mon trouble, pour décludir la boule que j'avais dans la gorge. J'étais entre rire et larmes, entre l'envie de jeter ces paquets cadeaux à la mer et celle qui me prenne dans ses bras me serre contre lui. Je devais garder mon calme et ma lucidité. Il fallait, dans l'immédiat, éviter à tout prix la scène de ménage à 2 pas du centre de vacances. Donc je vous ai lu les retrouvailles entre ce monsieur Georges, qui va donc revenir, et donc Sylviane. Et l'histoire du roman, c'est justement de savoir si Georges Nouveau, véritablement, c'est Georges Nouveau, et comment cet homme a pu changer, a pu prendre en compte l'histoire qui est arrivée à cette jeune femme, comment ils vont pouvoir, ou non, l'assumer tous les deux et reconstruire quelque chose qui soit de l'ordre de la vie. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas divulgacher l'histoire, mais c'est effectivement cette histoire entre Georges et Sylviane. Une belle histoire d'amour, oui. C'est une belle histoire d'amour. En plus, c'est des sujets assez difficiles que vous abordez dans le livre, là. C'est des sujets difficiles. L'amour entre un prêtre et une jeune fille, c'est pas simple non plus, mais ce sont des faits terriblement actuels. J'ai beaucoup de coupures de presse. Ça se passe à La Réunion, c'est l'histoire de Grâce à Dieu, le film Ozon, là, actuellement. J'ai vu que ça se passait à Maurice. La question de l'IVG se posait cruellement de façon à Madagascar il n'y a pas longtemps. Je voyais dans le journal qu'on proposait au centre, à l'hôpital de Saint-Denis, des consultations où les jeunes filles pourraient accéder gratuitement à la pilule. Ça en dit long tout ça. Ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de détresse et beaucoup de souffrance sur ces questions-là. La question c'est, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Moi je crois qu'à vouloir à protéger les choses et à les garder dans le secret d'un tiroir, le résultat c'est qu'elles gangrènent et que ça devient encore plus mauvais,
encore plus méchant et encore plus délétère, et souvent justement pour les générations qui viennent. Donc la culture du secret me paraît une culture malsaine. Je pense qu'il est bon d'en parler et que la littérature, c'est une façon de permettre que la parole Ouais. existe. Parce que quand vous écrivez, vous avez le temps de réfléchir à la façon dont vous allez parler de ces choses-là. La littérature, c'est quelque chose qui permet justement de choisir les mots et la façon d'en parler. L'illustration de la couverture, vous pouvez expliquer ça? Alors, l'illustration de la couverture, j'ai rencontré France Kermer, qui est donc la sœur d'un ami, tout à fait par hasard. J'étais à Lyon, je savais qu'il avait une sœur qui était peintre, et un jour, il m'a montré un catalogue. Bon, les peintres, bon, ils ont leur pressbook, donc ils éditent des petits catalogues avec des exemples de leurs publications, enfin de leurs œuvres, de leurs tableaux. Et puis, bon, si les gens sont intéressés, ils appellent, ils vont voir sur le site. Elle s'appelle France Kermer. Et donc, quand j'ai vu cette illustration-là, de cette femme qui travaillait sur les femmes et sur les corps des femmes, sur le corps des femmes et sur la souffrance justement j'ai eu le coup de foudre pour cette illustration. J'ai pris contact avec la peintre et je lui ai dit, écoutez, je suis en train de travailler un texte. Votre illustration est en phase avec ce que je travaille. Si le texte aboutit, je vous demanderai l'autorisation d'utiliser votre tableau. France Kermer, si vous allez sur son site, vous allez voir tout ce qu'elle fait. Et ça m'a paru tout à fait intéressant d'intégrer cette dimension esthétique-là. Parce que c'est une figure qui n'est pas vraiment réaliste. Elle suggère et donc on peut un peu y mettre ce qu'on veut. Ça m'a paru suffisamment large pour pouvoir illustrer toutes les problématiques qu'il y avait dans ce texte. Vous savez, il y a un mot de Lacan qui dit que quand l'homme parle à la place des femmes, il diffame. Alors les femmes, est-ce que Daniel diffame? Personnellement, je ne trouve pas qu'il diffame, au contraire, je trouve que pour un homme, il sait très bien approprier les émotions, enfin les sentiments de la femme par rapport à cette difficulté. Donc, je ne trouve pas qu'il diffame du tout. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, il faut dire aussi que je ne vis pas seul, je vis avec une femme, je suis marié, et que j'ai une conseillère en féminité à la maison et qui m'aide à apporter un regard et qui n'hésite pas à m'aider à le rectifier si nécessaire. Si vous voulez, c'est vrai qu'en tant que mec, on a intérêt à être suffisamment ouvert et à être souple, mais c'est par rapport à ces questions-là, mais c'est tout l'enjeu du changement de genre dans l'histoire. Je vous remercie de votre écoute et puis n'hésitez pas à me contacter ou à réagir si vous le souhaitez.